L'opposition très critique au Niger sur le premier tour de la présidentielle a annoncé mardi son retrait du scrutin avant le second tour prévu pour le 20 mars. Le chef d'État sortant, Mahamadou Issoufou, qui espérait une victoire dès le premier tour, se retrouve dans une situation embarrassante. Il n'y a pas eu de proclamation officielle en audience solennelle de la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. C'est donc avec surprise et indignation que le mardi 8 mars 2016, les Nigériennes et les Nigériens se sont réveillés pour apprendre par les médias publics que le président candidat Issoufou Mahamadou a pris nuitamment un décret portant convocation du corps électoral pour le 20 mars 2016 et l'ouverture de la campagne du second tour de l'élection présidentielle le 8 mars 2016. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. En tout état de cause, devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. Issoufou Mahamadou, qui brigue un deuxième quinquennat, avait obtenu 48,43% des suffrages lors du premier tour le 21 février devant l'opposant Ama Amadou, qui a obtenu 17,73% des voix, et emprisonné depuis le 14 novembre dans le cadre d'une affaire controversée de trafic d'enfants. Le président Issoufou s'appuyait sur un bilan réussi, une sécurité retrouvée et un programme copié par l'opposition. Le gouvernement tunisien a jugé mardi avoir remporté une bataille après avoir repoussé des attaques sans précédent de djihadistes près de la frontière avec la Libye, tout en promettant une évaluation approfondie sur d'éventuelles défaillances. Comme vous le savez, la Tunisie a fait face à une attaque terroriste. Le but de cette attaque était d'instaurer un émirat de Daesh, un acronyme arabe de l'aile, dans la ville de Guerdane. Nous avons remporté une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. La guerre contre le terrorisme est une guerre continue. Nous avons mobilisé tous nos moyens. L'État a équipé et soutenu notre armée nationale et nos forces de l'ordre. Le Premier ministre a toutefois précisé que l'opération se poursuivait et a appelé à la vigilance, la Tunisie étant dans une guerre totale contre le terrorisme. Il va y avoir une évaluation approfondie de ce qui s'est passé et on va en tirer toutes les conclusions et toutes les conséquences. Il se peut qu'il y ait une défaillance à un certain niveau, au niveau de l'enseignement, au niveau d'autres éléments. Les enseignements qu'on peut tirer de cette attaque-là, c'est qu'il faut être tout le temps vigilant, il faut compter sur nos propres moyens et faire de telle sorte qu'on soit tout le temps prêt à réagir énergiquement et rapidement à toute autre éventuelle attaque. La Tunisie, qui compte plusieurs milliers de ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes à l'étranger, exprime régulièrement son inquiétude à propos de la Libye, où le chaos politique depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi a permis l'essor de l'aile. Les présidents sénégalais Macky Sall et rwandais Paul Kagame ont appelé l'Afrique à renouer avec l'innovation scientifique. C'était à l'ouverture mardi à Dakar du Next Eastern Forum, plateforme africaine pour promouvoir la science. Il s'agit de faire prendre conscience déjà aux Africains et aux gens de l'extérieur qu'il y a un grand potentiel scientifique en Afrique. En passant déjà par des sciences fondamentales comme les mathématiques, la physique, etc. Mais on a toute une génération de nouveaux chercheurs avec plein d'idées qu'on cherche à développer.
Cette réunion contribue à encourager les chercheurs africains à persévérer, à susciter le goût de la recherche chez les plus jeunes, potentiel inépuisable pour l'avenir de l'Afrique. Le groupe de scientifiques qui a sélectionné ces 15 lauréats à travers un mécanisme compétitif sont aussi des grandes pointures. Et ici en Afrique, il y a l'avantage d'avoir encore une vision qui est extrêmement large et où on ne se bat pas sur des terrains. On a vraiment une vision que la science peut permettre et que les collaborations scientifiques peuvent permettre l'avancement. Je suis rentré au Sénégal depuis 2013. Et donc, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, de 2013 jusqu'à là où je vous parle, mes publications en mathématiques et dans des revues internationaux ont doublé. Donc, moi, je suis très bien en Afrique. Et je crois que nous devons tous savoir que l'environnement aussi où nous voulons réussir, c'est à nous de le créer. Selon les organisateurs, des représentants d'une centaine de pays participent à ce forum qui se tient en présence de plusieurs ministres africains, de responsables d'organisations internationales et d'hommes d'affaires. Championne olympique de demi-fond en 1992, la reine des gazelles Assiba Boulmeka se démène aujourd'hui pour promouvoir le sport féminin en Algérie, un pays où les femmes s'organisent en réseau pour conquérir une plus grande place dans la société. Présidente de la commission sport et femmes du comité olympique algérien, l'ex-athlète devenue chef d'entreprise sillonne écoles, lycées et universités pour encourager les femmes à s'engager dans une carrière sportive. Il y a beaucoup des interdites par rapport à la religion, par rapport à la tradition et par rapport même à certains règlements ou la réglementation. Et il ne reste pas beaucoup de marge pour l'émancipation de la femme, surtout dans le domaine sportif. Moi, j'étais une cible parce que tout simplement, j'étais une femme et mon image en tant que femme émancipée, une femme moderne, une femme qui cohabite entre sa religion et le modernisme, ça les dérangeait énormément. Donc c'était une image à éliminer. Dans les années 1990, les imams intégristes s'insurgeaient de voir Assiba Boulmeka courir jambes nues dans les grandes compétitions internationales. 20 ans plus tard, les femmes sont de plus en plus visibles dans le sport, comme les affaires et la politique, mais l'écart reste très important avec les hommes. Du point de vue législatif, elle s'est améliorée. Mais sur le plan social, sur le plan relations humaines, sur le plan relations hommes-femmes, sur le plan culturel et mentalité, je pense qu'il y a une régression. Là, la régression, elle est flagrante. Et la régression, nous l'avons connue depuis, elle s'est installée depuis les années 90. Nous travaillons pour l'intégration de la femme dans le développement économique. Car nous estimons que la femme est un acteur incontournable dans le développement économique. Ainsi, la nouvelle constitution adoptée en janvier stipule que l'État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes et encourage la promotion de la femme aux responsabilités.